Dialogue sensible, un podcast de Mathilde Lagus. Saviez-vous que le quotient émotionnel est un meilleur indicateur que le quotient intellectuel ou QI pour prédire le bonheur et la réussite à long terme, à la fois dans le domaine social, familial, affectif, relationnel et dans le domaine professionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des émotions. En moins de 20 minutes, je vais essayer de faire le tour de tout ce qui me semble essentiel à savoir sur nos émotions. Je m'appelle Mathilde Lagus, je suis thérapeute, écrivain et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue sensible. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai vraiment très envie de parler des émotions. En fait, on a incorporé à la naissance, probablement même dès avant la naissance, un formidable système de régulation et d'orientation qui est autonome et dont nous sommes équipés. Et ce qui est dommage, c'est qu'on nous apprend beaucoup de choses pendant toutes nos années de formation, mais on ne nous apprend pas à s'en servir. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Les gens ne savent pas. Quand je demande aux gens qu'est-ce que vous ressentez, quand je demande à mes clients qu'est-ce que vous ressentez, souvent je reçois des phrases qui commencent par je pense que, ou ça me fait penser à, ou c'est parce que. Alors tout ça, c'est pas des émotions en fait, c'est des idées, c'est des pensées. Une émotion n'est pas une construction mentale, une émotion c'est un événement corporel. C'est un événement corporel qui se produit en temps réel, à l'intérieur de nous, au fur et à mesure que nous vivons des choses et que notre psychisme, que notre corps réagit à ce que nous vivons pour proposer des pistes de régulation et des pistes d'orientation. C'est un support aussi pour la prise de décision. C'est en fonction de ce que nous ressentons que nous pouvons nous orienter dans telle ou telle direction. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut utiliser les émotions. Une émotion n'est pas la même chose qu'un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose qu'on va développer de façon stable sur plusieurs années. Je ressens des sentiments envers telle ou telle personne. C'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Une émotion, c'est volatile. Une émotion, c'est instantané. Et ça se passe dans le corps. Une émotion, c'est un événement corporel. Il y a dans le livre de David Servan-Schreiber, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, excellent livre que je vous recommande. Tout au début, il parle du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. Et il raconte une expérience qu'il a fait dans son laboratoire à Pittsburgh avec une IRM. Donc, il plaçait des sujets dans une machine d'IRM. Et il leur faisait visionner un film qui était capable de provoquer des émotions fortes dans une direction ou dans une autre. Et ils observaient les paramètres corporels des sujets, par exemple la tension artérielle, le rythme cardiaque, le pH de la peau, enfin tout un tas de choses. Et c'était corrélé en fait, et c'était même corrélé avant même que la personne ait la capacité de nommer l'émotion qu'elle ressentait, le corps avait déjà donné l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il partage une anecdote d'une jeune et brillante chercheuse de la faculté de médecine de Pittsburgh qui avait participé à l'expérience. Et en fait, ses paramètres biologiques étaient tellement altérés que David Servan-Schreiber lui propose d'interrompre l'expérience en cours de route. Et elle comprend pas, elle lui dit mais pourquoi? Il y a pas de problème, moi ça me fait rien du tout. Et en fait, c'est une personne qui était réputée froide, qui avait pas beaucoup d'amis, c'est-à-dire qu'elle vivait ses émotions, mais ça se passait de façon autonome dans son corps sans qu'elle en ait la moindre conscience. Donc en fait, on peut vivre des émotions sans en avoir conscience. De toute façon, notre corps va exprimer des choses. Ça nous arrive souvent de se rendre compte que on a le cœur qui s'est accéléré, qu'on a rougi ou que d'un coup on s'est mis à trembler. Avant même de s'être rendu compte qu'il s'était passé quelque chose parfois. Le corps raconte, en fait, le corps vit l'émotion. C'est comme chez le nourrisson, hein, le psychisme chez le tout petit bébé, il est corporel. On dit d'un enfant qui pleure qu'il est angoissé ou qu'il a mal au ventre. On fait pas de différence entre ces deux événements et probablement qu'il y en a pas en fait parce que l'angoisse, elle se vit dans le ventre, elle se vit dans le corps. Donc une émotion, c'est un événement corporel, d'où l'intérêt d'aller sentir nos sensations, d'aller repérer nos sensations. Comment c'est dans ma poitrine, comment c'est dans mon ventre, est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid? C'est les questions que je pose aux gens que j'accompagne. Les sensations corporelles et puis après, comment ça pourrait s'appeler comme émotion? Est-ce que c'est du domaine de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie? Hein, des fois, on a chaud, on a le cœur qui s'accélère parce qu'on est content, parce qu'on a les jambes qui fourmillent, parce qu'on a envie d'aller courir, on a envie de sauter partout. C'est aussi une émotion et c'est aussi dans le corps que ça se passe.
À quoi ça sert les émotions? Ça sert à plein de choses, mais ça sert, déjà à se relier les uns aux autres. Vous voyez, si vous passez une soirée entière, j'avais une patiente qui me disait ça, elle passe des soirées, à jouer à des jeux de société avec ses amis. Je lui dis: «Bah, qu'est-ce que vous retenez de ces soirées? Est-ce que vous retenez combien de parties vous avez gagnées? Ou est-ce que vous retenez, le fou rire, quand justement vous avez fait une grosse bourde ou quand quelqu'un a dit, quelque chose de très drôle ou, quand il y a quelqu'un qui a perdu, voilà, de façon catastrophique, voilà. Est-ce que c'est ça que vous retenez, en fait? Ce qui nous relie, c'est les émotions qu'on partage, ensemble. C'est le plaisir qu'on a, à se réjouir, du succès de quelqu'un qu'on aime beaucoup ou c'est l'inquiétude qu'on a, quand une personne qu'on aime, a des problèmes de santé. Voilà, c'est ça qui nous relie, c'est ça qui circule dans une relation, c'est les émotions. Alors, elles peuvent, être recouvertes par des idées, mais en aucun cas, elles ne peuvent être remplacées par des idées, en fait. Et d'ailleurs, quand nos idées vont dans une direction et nos émotions dans l'autre, c'est toujours l'émotion qui va gagner, hein. Par exemple, le cas typique, voilà, imaginons que je sois dans une relation de couple un peu toxique avec, une personne dont je me suis séparée, voilà, j'ai rompu parce qu'en fait, ça ne va pas, cette personne me traite mal, et donc je suis convaincue, fermement convaincue intellectuellement que c'est pas la personne qu'il me faut et je ne veux plus avoir envie de voir cette personne, sauf qu'en fait, j'ai envie de voir cette personne et mon émotion me le dit, mon corps me le dit, il y a un ressenti de manque, il peut y avoir tout un tas de sensations corporelles associées au fait que j'ai envie de le voir et que le plaisir que j'ai en présence de cette personne, me manque affreusement. Et c'est un plaisir corporel, ben, je peux être, apaisée quand je suis à côté de cette personne, je peux sentir du chaud, je peux avoir mon rythme cardiaque qui s'apaise, qui se ralentit, je peux observer quand vous êtes, à côté des membres de votre famille, quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Puis quand vous allez éloigner de cette personne et que vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un avec qui vous avez moins d'affinité, comment c'est dans votre corps? Les enfants font ça très bien, hein, les enfants, les tout petits en maternelle, ils viennent, voir, l'adulte de référence qu'ils ont choisi, qui est pas l'adulte qui leur a été désigné comme adulte de référence, qui est la personne en qui ils ont confiance et puis ils veulent un câlin. Ils s'accrochent, à la jambe, ils grimpent sur les genoux, ils restent 3 minutes, ils se réchauffent, ils prennent quelque chose dans leur corps et puis hop, ils repartent jouer. Et ils vont pas faire ça avec n'importe qui, ils vont faire ça avec les personnes dont la présence corporelle leur fait du bien. Donc c'est vraiment, un événement qui se passe dans le corps, de l'ordre du plaisir ou de la, voilà, de la plénitude, de la tendresse. Il y a un certain nombre d'émotions qui sont comme ça associées à une relation agréable. Et si je reprends l'exemple de la relation toxique, ma tête peut avoir décidé que c'était toxique, mais que tant que mon émotion n'est pas dans cette direction-là, ça va être très difficile, en fait. Parce que l'émotion, va toujours prendre le dessus sur les idées. On peut pas confondre une émotion et une idée. Ça peut être des choses, qui vont dans le même sens, ça peut être des choses qui vont dans un sens complètement différent. Des fois, on ressent pas du tout ce qu'on pense qu'on devrait ressentir ou ce qu'on aimerait ressentir, mais on ressent ce qu'on ressent et la seule chose qu'on peut faire avec une émotion, en fait, c'est la constater, c'est être humble avec une émotion et puis l'accueillir. J'aime bien raconter cette petite histoire. Imaginez un enfant de 4 ans avec un ballon. Vous voyez comment c'est un enfant de 4 ans avec un ballon? C'est le roi du monde ou la reine du monde. C'est la félicité totale, c'est la joie, c'est l'excitation, c'est la plénitude, c'est voilà. Et puis, imaginez que le ballon crève. Donc qu'est-ce que vous avez comme image là? Ben, le désespoir. L'enfant, il se roule par terre, il pleure toutes les larmes de son corps, c'est affreux en fait, c'est l'effondrement, c'est le découragement total, l'impuissance, peut-être la colère. Et imaginons que cet enfant, il ait des parents qui sont bienveillants, ils sont très embêtés, ils voient leur enfant, au fond du trou, ils disent: «Non mais t'inquiète pas, on va aller t'acheter un autre ballon». «Non, c'est celui-là que je voulais». C'est la fin du monde, c'est pas du tout intéressant, l'enfant, il peut pas se projeter dans une réalité alternative, il est en contact avec le deuil absolument dramatique, tragique, de son ballon. Et puis imaginons que les parents, ils partent, ils courent la ville à la recherche d'un ballon de remplacement pour soulager leur enfant et l'enfant, bah, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il termine de se rouler par terre, il pleure toutes les larmes de son corps et cetera. Puis il lève les yeux, puis qu'est-ce qu'il voit là-bas? Un pigeon. C'est extrêmement intéressant un pigeon. Il part chercher le pigeon et puis qu'est-ce qu'il y a sur la route? Il y a un caillou. Mais un caillou, attention, pas n'importe quel caillou, un caillou vraiment très intéressant. Et quand les parents reviennent avec le ballon tout neuf, tout flambant neuf, l'enfant, il a oublié. En fait, il est passé à autre chose. C'est-à-dire que il a vécu son désespoir, il est allé au bout de son désespoir, il a évacué l'événement. Il a fini son deuil. Il a fini le deuil de son ballon. Ce que dit Elisabeth Kubler-Ross, elle dit l'émotion native, c'est 30 secondes. Alors peut-être des fois ça dure un peu plus longtemps pour nous, j'en sais rien, mais en revanche, plus on va
la réfréner, plus on va l'empêcher de s'exprimer, cette émotion, plus elle va durer. Un enfant qui a été grondé par ses parents qui lui ont dit mais enfin quand même tu peux pas te comporter comme ça, on se roule pas par terre à cause d'un ballon, c'est n'importe quoi. Un enfant qui a peut-être été puni d'avoir fait un caprice à propos de son ballon, 30 ans plus tard, il peut pleurer à cause de son ballon crevé. Parce que l'événement n'aura pas été vécu, n'aura pas été digéré. Donc ça, c'est important de comprendre que non seulement l'émotion, elle se termine, mais qu'en plus l'émotion, elle n'a pas forcément besoin d'être réparée. En fait, l'émotion, c'est un outil de réparation en lui-même. C'est-à-dire que vivre l'émotion, traverser l'émotion, accueillir l'émotion, ça suffit. En fait, c'est un outil de régulation qui nous permet d'aborder la suite. Et si on empêche la tristesse de se passer, on va rester coincé dans notre deuil et on pourra pas, là c'est le deuil d'un ballon, mais si c'est le deuil d'une personne, le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'une relation, d'une personne qu'on a perdue, si on vit pas notre émotion, notre tristesse, on peut rester dans le manque de la personne pendant des années, pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, alors que toute une vie. Alors que si on vit le manque et qu'on pleure pendant 3 jours, 5 jours et qu'on vit la colère et qu'on traverse toutes les étapes, ensuite, à un moment, le psychisme fait de la place et dit c'est bon. Et de nouvelles relations peuvent exister. On peut s'attacher à une nouvelle personne. Donc ça, c'est vraiment important parce que souvent, quand on écoute nos amis, quand on écoute quelqu'un qu'on aime bien ou quelqu'un qui est en face de nous, un collègue, et qu'on entend cette personne nous partager ce qu'elle vit, ça, je suis inquiète à cause de ça ou je suis triste à cause de ça, on cherche des solutions. On donne des conseils, on a envie d'empêcher cette personne de vivre cette émotion qui a l'air douloureuse et on veut lui faire vivre autre chose. On veut remplacer l'expérience tout de suite. On cherche des conseils, des solutions. En fait, une personne n'a pas besoin de ça. En fait, elle a besoin d'être en contact avec son émotion aussi longtemps que nécessaire pour passer à l'étape suivante. Et le système psychique est merveilleusement bien conçu de ce point de vue-là. Donc ça, c'est important parce qu'il n'y a pas besoin de résoudre l'émotion de la personne en face de nous. C'est une mission qu'on se confie souvent, qui peut nous mettre en difficulté, qui peut nous mettre en colère, qui peut nous mettre dans la frustration. Et en fait, non, on a juste besoin d'aider la personne à sentir qu'elle est triste ou qu'elle est en colère ou qu'elle est frustrée. Une émotion ne se répare pas, en fait, elle s'accueille, elle se vit, elle se traverse et elle nous transforme, elle nous enseigne et elle nous dirige. La joie est une émotion qui a pour fonction de nous diriger vers ce qui va être bon pour nous, vers les expériences qu'on va avoir envie ou besoin de renouveler pour aller bien. La tristesse, comme j'ai donné l'exemple précédemment, c'est une émotion qui va nous permettre de passer à autre chose. La colère, je pense que je vais faire un autre épisode sur la colère parce qu'il y a plein de choses à dire sur la colère, mais la colère, elle fait partie des émotions qui sont en rapport avec le danger. Il y a 3 émotions en rapport avec le danger, principalement la peur. Alors la peur, c'est une émotion qui va nous inviter à nous mettre en sécurité, à nous taire, à nous cacher, à fuir. Et parfois, c'est vraiment la meilleure conduite à adopter. La colère, c'est une émotion qui va nous inviter à nous défendre, à nous protéger, à entrer en conflit. Et parfois, c'est vraiment utile de se défendre et d'entrer en conflit, de se fâcher. Et le dégoût. Le dégoût, c'est une émotion qui va nous inviter à évacuer un toxique, à vomir éventuellement, ou à s'éloigner de quelque chose qui pourrait nous intoxiquer. Donc ce sont des émotions extrêmement importantes. Et quand on est bien élevé dans la société actuelle, on a appris à ne pas déranger le monde extérieur avec nos émotions. On a appris quand on était enfant que c'était pas bien de se mettre en colère parce que c'était vilain. Voilà, quand on était un garçon, c'est pas bien de pleurer. Quand on a une fille, c'est pas bien de se fâcher. Enfin, on a appris tout un tas de croyances qui nous ont invités à juste ignorer nos émotions, voire les nier, voire se raconter que nos pensées sont plus fortes. Et en fait, quand on fait ça, c'est comme si on conduisait une voiture avec le pare-brise peint en noir, en fait. Quand on regarde notre vie, quand on dirige notre vie sans regarder nos émotions, sans écouter nos émotions, alors on a perdu la boussole. Et on peut reproduire sans arrêt les mêmes expériences qui sont toxiques pour nous parce qu'on est privé de notre système de régulation et d'orientation pour se défendre, pour aller chercher ce qui nous fait du bien. J'espère qu'à partir de maintenant, vous prendrez le temps, de temps en temps, un peu n'importe quand dans la journée, de faire juste une petite pause et dire: «Comment c'est dans mon corps là maintenant? Ah bah tiens, j'ai une petite tension dans les épaules, mais sinon c'est plutôt tranquille dans mon ventre, et puis, qu'est-ce que je ressens comme émotion?» J'ai eu ce message là qui m'a un peu tendue. C'est vrai que ça m'a un peu crispée dans le ventre là quand j'ai lu ce message. C'est de la contrariété, hein, si je prends le temps de m'y pencher 2 secondes. Oui, j'ai une petite contrariété à propos de ce mail qui allait pas dans le sens que je voulais. Bon, voilà, j'observe que j'ai une contrariété. Je vais laisser ce truc digérer un peu, puis ça va me permettre de mieux répondre.
Et à part ça, je suis quand même très contente parce que j'ai appris une bonne nouvelle, et cetera. Et donc observer un peu, ça c'est important aussi, c'est quelque chose que j'ai pas encore dit, c'est que nos émotions, c'est un paysage. On a toujours, plein d'émotions en même temps et on peut avoir parfois des émotions très contradictoires. C'est-à-dire que la même nouvelle peut provoquer en nous, à la fois de la peur et du soulagement. Par exemple, un diagnostic, je sais pas moi si ça fait quelques semaines, que j'ai des symptômes corporels qui m'inquiètent, que je sais pas ce qui se passe, et cetera. On entend souvent les gens dire: «J'ai eu le diagnostic». Bah, c'est un mauvais diagnostic donc je suis choquée, je suis triste, je suis inquiète et en même temps je suis soulagée parce qu'au moins je sais ce qui se passe et que d'une certaine façon ça me donne de l'espoir. Parce que, je me dis que les médecins, ils savent comment ça s'appelle et peut-être ils ont des pistes de traitement à me proposer. Donc voilà, le même événement, le diagnostic défavorable, il entraîne tout ce panel d'émotions en même temps, la peur, la colère, peut-être l'injustice, le soulagement et l'espoir, tout ça en même temps. Donc c'est important de pas aussi se limiter en disant: Ça me fait plaisir». C'est pas parce que ça me fait plaisir que ça peut pas me faire peur en même temps. Moi, quand je publie un bouquin, à la fois j'ai de la joie, j'ai de l'excitation et j'ai de l'inquiétude. Les comédiens le savent bien, il y a le trac avant de monter sur scène. Mais si je monte sur scène, c'est que j'ai du plaisir à monter sur scène. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la peur. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette écoute vous permettra à l'avenir de faire alliance avec vos émotions pour créer plus de bonheur pour vous et autour de vous. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes que vous aimez, que vous souhaitez plus heureuses ou plus en lien avec leurs émotions. Vous pouvez également vous abonner au podcast afin de recevoir des notifications lorsque je publie un nouvel épisode. Nous sommes présents sur toutes les plateformes. Les émotions, évidemment, c'est un sujet extrêmement vaste. Il y aura donc d'autres sujets à aborder et j'enregistrerai de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire part de vos suggestions de thèmes à aborder. Je suis présente sur Instagram et sur LinkedIn. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. C'était un épisode de Dialogue Sensible, un podcast de Mathilde Lagus, thérapeute, coach et écrivaine.